à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'update lecture du mois de novembre. Alors j'ai lu plus ou moins 3 livres parce qu'en fait j'ai relu un livre, donc bon, c'est une relecture mais ça compte quand même comme une lecture. Et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit des Mondes d'Ewilan, le tome 2, L'œil de Tolep, de Pierre Bottero, et c'est aux éditions Rajo. Et donc la continuité des aventures d'Ewilan, vous vous souvenez, la jeune fille qui à 14 ans se rend compte qu'elle est dotée de pouvoirs et qu'elle peut en fait accéder à une autre dimension qui s'appelle Gwendalavir, dans laquelle l'Empire est en guerre contre les Tsilch, qui sont des créatures qui ressemblent un petit peu à des montres religieuses et qui ont bloqué l'accès au Spire, la dimension qui permet d'accéder au pouvoir qu'utilise Ewilan en fait. Elle va donc se lancer dans une quête pour délivrer les sentinelles, les gardiens de Gwendalavir entre guillemets, et sauver l'Empire des Tsilch et de la guerre. Encore une fois, Pierre Bottero place la barre très haut, je vous en avais déjà parlé pour le premier tome des mondes, mais ici, dans les mondes d'Ewilan, contrairement à la quête, on est dans un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste, où l'étau se resserre beaucoup plus sur les personnages, on voit moins comment ils vont s'en sortir, on a moins le sentiment qu'ils vont s'en sortir, et ça c'est vraiment très nouveau pour Pierre Bottero, parce que dans le tome 1, il y avait moins cet aspect noir et sombre, et cet aspect de peut-être non-retour pour les personnages. Et en parlant des personnages, on a des personnages qui ne cessent d'évoluer depuis le premier tome de la quête d'Ewilan, donc ça fait 5 tomes qu'on suit ces personnages-là, et pour moi ils n'ont pas arrêté d'évoluer, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que ce soit les adultes ou les enfants, il y a toujours quelque chose qui montre qu'ils ont grandi, ils vont plus loin que ce qu'ils étaient avant, qu'ils acquièrent plus de compétences, ils acquièrent plus de maturité, ils sont confrontés à des nouveaux événements qui font que, bah, évidemment, ils vont transformer leur façon de voir et de vivre les choses, mais ce sont des personnages qui grandissent beaucoup avec le récit, et ça se sent dans la lecture, et c'est pas toujours le cas dans beaucoup de livres où les personnages sont confrontés à ce genre de choses. On n'a pas forcément la vision de l'évolution. Pour en finir avec ce livre-là, ce que je trouve extrêmement ingénieux de la part de Pierre Bottero, c'est qu'en fait, à chaque début de chapitre, comme ici, en fait, vous avez un passage qui, en fait, raconte soit ce qu'un personnage important de Gwendalavir a dit, soit qui reprend certains paragraphes de livres importants pour comprendre l'univers de Gwendalavir, le monde de Gwendalavir. Et vous vous dites au début que ces paragraphes, c'est un peu comme dans Dune, c'est fait pour vous apporter plus de connaissances, mais ça va pas forcément toujours servir le récit. Et à un moment donné, Pierre Bottero se met à parler uniquement d'une chose. Toujours, dans les débuts de paragraphes, pendant bien une dizaine de chapitres, c'est toujours le même sujet qui est ramené. Et vous vous dites, c'est pas possible, il va forcément faire quelque chose. Et en fait, plus le livre avance, et plus vous vous dites, ben maintenant c'est trop tard, ça va pas arriver comme ça à 20 pages de la fin. Et en fait, si. Et c'est un coup de génie parce que vraiment, on le sent venir, et puis on se dit non, et en fait ça arrive. Et je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas trop vous spoiler, mais franchement, pour moi, j'adore quand les auteurs font ça, quand ils vous glissent des petits trucs anodins comme ça, où vous vous dites c'est juste pour étayer le monde et pour vous apporter plus de connaissances sur l'univers, et au final ils s'en servent dans l'histoire en elle-même. Ça, c'est génial, moi j'adore ce genre de choses, donc voilà. Une très bonne lecture, je vous le recommande grandement. Si jamais vous n'avez pas encore lu les histoires d'Ewilan, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment génial. Que vous soyez un enfant ou un adulte, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de novembre, il s'agit de ma relecture, il s'agit du tome 1 de Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne vais pas vous faire un résumé détaillé de ce livre parce que je pense que la grande majorité d'entre vous connaît et a lu Hunger Games, mais ici on va retrouver Katniss Everdeen qui vit dans les États-Unis du futur, et donc en fait la population est divisée en 12 districts qui sont largement exploités et même presque mis en esclavage pour nourrir le Capitole, qui est donc la capitale des États-Unis où vit la population privilégiée. Et donc il y a eu plusieurs années auparavant une révolte du peuple qui a été écrasée de façon extrêmement violente par le Capitole. Pour punir cette révolte, le Capitole a mis en place un jeu télévisé dans lequel 12 garçons et 12 filles, donc une fille et un garçon par district, vont devoir s'affronter jusqu'à la mort pour qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur.
Et donc le jour de la moisson du district 12, la sœur de Katniss est appelée à participer aux Hunger Games et Katniss va se présenter à sa place. J'ai revu les films Hunger Games au début du mois de novembre et je sais pas pourquoi mais j'ai eu extrêmement envie de lire les livres du coup. Et donc du coup je me suis lancée. Pour le tome 1, au niveau du film, la réalisation est extrêmement fidèle. Il y a très peu de passages où ils sortent un petit peu du cadre du livre et quand ils sortent du cadre du livre c'est vraiment très peu, histoire peut-être de raccourcir les passages un peu longs ou de rendre les choses plus fluides pour l'écran. Parce que on peut pas adapter un film de la même façon qu'on écrit un livre, mais vraiment c'est extrêmement fidèle et il y a très peu de passages où il s'éloigne du livre et quand il s'en éloigne vraiment très peu. Peeta est et reste pour moi un personnage extrêmement attachant, je pense que c'est mon personnage préféré d'Hunger Games parce que c'est un personnage qui évolue vraiment beaucoup. Je vais parler beaucoup d'évolution parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec les mondes des Willan, mais Peeta c'est un personnage qui au début du livre, c'est pas un combattant, c'est un personnage qui a plutôt tendance à suivre le mouvement, qui regarde les choses de loin, qui a pas envie d'être là mais qui a pas le choix et qui on a l'impression qu'il subit sans vraiment prendre part. Et au fil du temps, il va faire des choix, prendre des décisions, il va finir par se battre parce qu'il ne va pas avoir le choix de toute façon. Et c'est un personnage qui pour moi, tout au long du tome 1 évolue déjà énormément. Alors bon, j'ai lu le tome 2 au mois de décembre. Encore une fois, on voit l'évolution de Peeta beaucoup dans le tome 2 aussi. C'est un personnage qui va profondément se transformer et qui va se transformer en bien. Katniss a beaucoup moins ma sympathie parce que c'est un personnage qui évolue beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est un personnage qui dès le départ sait chasser, sait se battre, c'est un personnage rebelle aussi parce qu'elle va braconner dans la forêt, etc. Elle a beaucoup moins d'évolution, je trouve, que Peeta, et c'est peut-être un petit peu pour ça que je l'aime moins, parce que c'est aussi un personnage qui est extrêmement égoïste, et ça, j'aime pas du tout ça, en particulier dans sa relation avec les garçons, que ce soit Peeta ou Gale. Moi, personnellement, j'ai toujours été Team Peeta, mais voilà, c'est un personnage qui a tendance à penser qu'à sa gueule, et des fois, elle me gave pour ça. Je me souviens extrêmement bien de la première fois que j'avais lu Hunger Games et évidemment le concept m'avait beaucoup surprise, je pense comme beaucoup de gens, c'était assez novateur et ça marche toujours aussi bien, hein. C'est-à-dire que même après autant de temps, on est toujours à fond dedans, à savoir qu'est-ce qui va se passer, bon, même si on le sait déjà, mais vraiment c'est un concept accrocheur et ça marche dans le temps. Alors le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Près de toi de J.A. Redmersky aux éditions Milady. J'avais un petit peu d'appréhension à me lancer dans ce livre parce que c'est la suite de Loin de tout. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Moi, ça avait été un gros coup de cœur, Loin de tout, en 2017. Et le problème, c'est que pour moi, Loin de tout, c'était un livre qui se suffisait à lui-même. C'est-à-dire que dans Loin de tout, on avait des personnages qui partaient d'un point A, qui arrivaient à un point B, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Il y avait une évolution au niveau beaucoup psychologique et aussi au niveau de la géographie des personnages, parce que c'est une histoire qui se passe en road trip. Et pour moi, il n'y avait pas besoin de suite. On était arrivé au bout de l'histoire, les personnages avaient vécu beaucoup de choses, avaient beaucoup grandi, avaient résolu leurs problèmes. Et le problème de ce livre-là, c'est que pour moi, c'est pas une bonne suite. C'est pas une bonne suite parce que la plupart du temps, on a l'impression de revivre le tome 1 en moins bien. On a l'impression que les personnages évoluent pas plus que ce qu'ils ont évolué. Il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée dans la lecture, que ce soit... alors pas au niveau de l'écriture parce que au niveau de l'écriture c'est assez bien écrit. Mon gros problème en fait ça a été que au départ j'ai lu la 4e de couverture et en lisant la 4e de couverture j'ai su dès le départ qu'est-ce qui allait être le problème du livre. C'est-à-dire que la 4e de couverture, quand vous avez lu le tome 1, vous en dit beaucoup trop. Vous allez deviner tout de suite beaucoup de choses. Donc déjà, si vous voulez lire ce livre, je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture. Et le problème, c'est que va y avoir un élément perturbateur dans l'histoire. Et cet élément perturbateur va pas être résolu. Pour moi, il n'a pas été résolu, en fait. Tout simplement, c'est ça. C'est que on vous met en avant quelque chose de grave qui se passe. Et on vous dit les personnages doivent résoudre ce problème, doivent apprendre à vivre avec ça. Et on nous explique pas comment ils apprennent à vivre avec ça. Alors il y a des choses qui arrivent, on sait pas d'où ça vient, on sait pas quel rapport ça a, c'est vraiment très décousu, c'est pas très bien mis en relation. Et on a l'impression en fait qu'il y a un truc extrêmement grave qui se passe, que les personnages sont ruinés,
et que d'un coup ça va mieux et on sait pas pourquoi. Voilà, moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue en lisant ce livre, ça m'a pas du tout plu. Et alors, une chose que j'ai vraiment pas aimé du tout, c'est que à la fin du livre, il y a un moment où je me suis dit, bon bah voilà, maintenant c'est terminé, ça y est, l'histoire est finie, c'est là que ça devrait s'arrêter. Et en fait, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 chapitres après, où il y a 3 personnages qui vont prendre la parole. Alors bien évidemment, il va y avoir Cameron et Andrew, parce que ce sont les personnages principaux du livre, et il va y avoir un 3e personnage qui va prendre la parole, et ça a été un véritable problème pour moi, parce que ce personnage-là n'a rien à faire là. À la limite, il aurait fallu le prendre, le sortir du livre et faire un autre bouquin avec, mais c'est un personnage qui n'a pas son mot à dire, qui n'a pas sa place dans l'histoire, qui n'a pas à avoir la parole dans l'histoire. Et ceux qui ont lu les livres verront de qui je parle, je pense. Et le problème aussi, c'est que cette démarche de faire prendre la parole après la fin de l'histoire aux personnages pour raconter comment ils ont vécu leur vie, ça laisse très peu de place à l'imagination et moi ça me gonfle. Ce que j'aime bien à la fin de livre, et ce que j'ai beaucoup aimé à la fin de Loin de tout, c'est que je pouvais imaginer la vie de Cameron et d'Andrew. Et là, c'est pas le cas, parce que l'auteur fait prendre la parole aux personnages et ils expliquent, après la fin de Près de toi, bah, comment ils ont vécu leur vie. Et ça, moi, ça tue l'imagination, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut s'arrêter et aussi laisser la place au lecteur de créer ses propres histoires et le propre déroulement de la vie des personnages lui-même. Pour moi, c'est un très mauvais tome 2. Si jamais vous avez lu Loin de tout et que vous êtes comme moi et que vous considérez que c'est un livre qui se suffit à lui-même, n'allez pas vers Près de toi. C'est pas un livre qui va vous faire ressentir les mêmes choses et vous faire vibrer autant que Loin de tout. Et alors, ça m'a pas déçue. J'ai pas une moins bonne estime de Loin de tout parce que j'ai lu Près de toi. C'est juste que pour moi, c'est un livre qui n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez lu ces livres, en particulier Près de toi, je serais très curieuse d'avoir vos avis sur ce tome-là. Donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.